Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va préparer le terrain avant d'attaquer le texte. Donc, comme souvent sur cette chaîne, on va commencer par poser le contexte. Pour ce faire, on va s'intéresser à un texte qui n'est pas très beau, mais qui n'est pas dénué d'intérêt, vous allez voir. De plus, il a une histoire sympa. Allez, générique. On commence par l'histoire de ce document. Celui-ci est issu du fonds L'Olive de la Bibliothèque patrimoniale d'Avranches. Certains le savent peut-être, mais en dehors des séminaires de paléographie et de mon activité en indépendant, je suis également responsable de cette bibliothèque. Et dans tout ça, t'arrives à dormir? Mais oui, c'est juste que je n'aime pas m'ennuyer. Je suis donc responsable de cette bibliothèque avec en charge les fameux manuscrits du Mont-Saint-Michel. Autant dire que pour un paléographe, c'est un peu le rêve. Mais cela m'oblige à développer des compétences nouvelles. C'est un peu le cas pour chaque professionnel, non? Pour sûr. Je disais donc, le document que nous allons étudier aujourd'hui est lié à cette bibliothèque justement. Il appartient à un fonds d'archives acquis par la ville en avril 2021. Et ce sont des documents qui étaient inconnus auparavant? C'était certainement su que cet ensemble de 1000 manuscrits était dans le grenier d'un manoir à l'Olive, situé dans la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Toutefois, ce fonds privé n'était pas accessible aux chercheurs. Il avait été acheté en 2013 et était depuis vendu pièce par pièce sur internet, et s'est totalement passé sous les radars. Quelques mois de plus à ce rythme et ce fonds cohérent aurait été encore davantage dispersé à travers le monde. Et alors, il aurait été impossible de réunir l'ensemble des documents. Tu as parfaitement perçu l'enjeu. Ce sont des documents qui se consacrent au territoire du Sud-Manche, principalement autour de Saint-James, mais qui font intervenir de nombreux acteurs d'Avranches. L'ensemble est en bon état de conservation et les documents les plus anciens sont désormais consultables. Vous trouverez même un inventaire en ligne et je vais mettre le lien en description. Pourquoi seulement des documents les plus anciens? En fait, je me suis concentré sur mon cœur de compétences. On parle là de manuscrits de la fin du XVe siècle au XVIIe siècle. 1492 pour le plus ancien pour être tout à fait exact. Les documents du XVIIIe et du XIXe siècle attendent désormais leurs stagiaires et je ne désespère pas de voir ces actes traités prochainement. Et l'ensemble du fond, il est intéressant? Tout dépend de ce que tu entends par intéressant. Si tu prends chaque pièce indépendamment les unes des autres, ce sont pour l'essentiel des copies d'actes notariés d'un intérêt limité, comme c'est le cas du manuscrit que nous allons étudier ensemble. Toutefois, quand on considère l'ensemble, on a quelque chose d'assez cohérent et qui permet de suivre dans les grandes lignes d'activité de la seigneurie des Vallées à Montjoie-Saint-Martin. Ce sont donc des archives assez classiques. Oui, je crois qu'on peut le dire. En termes de structure, il est très proche d'un chartrier ou d'un fonds de famille comme celui des Galons ou des Brayés du Coudray aux archives départementales de la Manche. Oui, je vois. Mais alors, que nous apprennent ces archives? Évidemment, il faudrait prendre le temps de consulter cette masse documentaire dans le détail pour en extraire l'essence. Toutefois, un regard rapide permet déjà de tirer quelques conclusions comme en témoigne ce graphique. Là, il y a trop de couleurs. On n'y comprend rien à ton graphique. C'est normal, si tu essaies de regarder le détail, tu ne vas rien comprendre. Regarde-le de manière globale. Il t'apprend déjà que avant le début du XVIIe siècle, il est manifeste que ce fonds ne contient que peu de manuscrits. Ils sont même parfois séparés les uns des autres par plusieurs années, voire des décennies. Par conséquent, les informations sont alors très parcellaires. Par la suite, la masse documentaire s'intensifie. La diversité des couleurs montre la grande variété de types d'actes dans ce fonds. La majorité de ces archives est constituée de copies d'actes notariés, des rentes, des lots et partages, des accords, des ventes. Et on a aussi de nombreuses procédures judiciaires de la vicomté de Saint-James et du bailliage d'Avranches. Bref, vraiment rien d'extraordinaire. Tu disais que notre acte du jour, il n'est pas beau, mais au moins, est-ce qu'il est intéressant? Il est même carrément moche, je crois qu'on peut le dire. Ce manuscrit date de 1602 à une période où on ne sait pas grand-chose de ce fonds d'archives. L'acte de naissance concret de ces documents semble dater de septembre 1559. Il est alors question d'un héritage vendu par Julien Hamelin qui semble être le premier propriétaire clairement identifié.
En 1602, la seigneurie est certainement déjà entre les mains de cette famille de Saint-James. Par la suite, ses deux fils Jean et Hervé reprennent le flambeau, et ils sont tous deux bourgeois. À partir de 1622, c'est clairement Hervé qui est qualifié de seigneur des Vallées. Le 21 décembre, il signe un contrat de mariage avec Jeanne Potré, fille de Gilles et de Françoise le Prieur. Celle-ci est originaire de Saint-Aubin de Tergat, c'est-à-dire qu'en fait ils sont du même coin. Sans surprise, on choisit essentiellement son conjoint à proximité, c'est logique. À partir de ce moment, le fond est marqué par une frénésie d'acquisition, d'échange de terres et de constitution de rentes. Hervé apparaît alors comme le principal producteur d'archives jusqu'au tournant des années 1640. À ce moment-là, son décès est acté et Jeanne, sa veuve, se charge de la seigneurie en tant que tutrice des enfants mineurs du couple. Ce n'est quand même pas rien ce fond alors. Non, et c'est une bonne remarque. C'est un fonds vraiment intéressant dans l'ensemble, et ce d'autant plus dans un département comme celui de la Manche. Et pour cause, nombre d'archives anciennes y ont été très endommagées lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, on a souvent recours à des fonds seigneuriaux de ce type puisque les registres paroissiaux et une partie des registres notariés ne sont plus exploitables. Il est souvent nécessaire de ruser pour faire des recherches locales et pour y reconstituer l'histoire des familles du Sud-Manche. Et dis-moi, t'as pas l'impression d'avoir oublié un truc là? Non, dis-moi. T'as pas répondu à la question sur ce que contient cet acte. Eh bien non, tu as raison. Mais c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo. Tu nous fais encore le coup? Ah non, ça fait trop court là. Bien sûr que si, mais pour le coup, vu ce qui t'attend avec l'analyse de texte, tu vas voir que tu vas apprécier une petite pause. On va s'intéresser à ce document parce qu'il contient de nombreuses ligatures, parfois très déformantes. Et c'est justement tout l'intérêt. Mais allez, pour te faire plaisir, je te donne un petit mot sur le contenu. Ah bah voilà quand tu veux. Comme le signale la mention au début de l'acte, il s'agit d'un accord passé devant notaire à Saint-James. Cet accord est réalisé entre le seigneur Gilles de la Palluelle et Michel Taourdin, qui est bourgeois. On trouve parfois des accords pour mettre fin à des procédures judiciaires devant notaire, c'est même tout à fait courant. Mais là, ce n'est pas le cas. On a juste affaire à un accord entre deux parties. Et ils s'accordent sur quoi au juste? L'idée est simplement de céder une pièce de terre nommée la Cherchemaille. Dans la suite de l'acte, la partie qu'on ne va pas étudier ensemble, on prend donc bien le temps de donner les tenants et les aboutissants de cette terre. Et c'est quoi concrètement les tenants et les aboutissants? Actuellement, pour indiquer qu'un terrain est un endroit ou un autre, il existe un outil facile, le cadastre. Mais du coup, petite voix, tu fais comment pour identifier une terre au XVIIe siècle? T'en as d'autres des comme ça? C'est toi l'historien, je te rappelle. Oui, et je peux te dire un moment, tu sais. Bon allez, je t'explique. Les tenants et les aboutissants servent à indiquer les pièces adjacentes qui bornent une terre. Dit comme ça paraît tout de suite évident. Mais ça fonctionne comment précisément? Dans notre acte, ici, il précise que la terre est jointe d'un côté au grand chemin, puis, d'autre, au chemin tendant dudit lieu de Saint-James à Valennes-But. Mais bon, c'est un acte tout ce qu'il y a de plus classique. L'intérêt demeure justement dans le fait qu'il n'est pas beau et qu'il présente de drôles de ligatures. Ah putain, t'es fait marrer. T'es vachement marrant. Hein, comment ça, je suis marrant? C'est marrant, tu sais. C'est marrant, c'est drôle ton histoire. T'es marrant, je me fais rigoler. Voilà. Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi? Non, c'est... Tu sais, t'es marrant, c'est rigolo ta façon de raconter les histoires, tout ça. Mais marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? Attends, Tommy, je Ah non, Tony. C'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que t'as dit, hein? Ouais, marrant, d'accord. comment? J'ai... Quoi? Tu vois... Cela va donc nous permettre de bien faire le point sur ce concept des ligatures si essentiel en paléographie. En attendant la prochaine vidéo, utipeuses, utipeurs, futurs utipeuses et futurs utipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.